Alors, l'immense plaisir de vous présenter Dr Paul Benfreche, gastro-entérologue et proctologue à Saint-Joseph et à l'Institut de proctologie Léopold Bellan, qui va nous parler des points marquants de la proctologie durant ces 5 dernières décennies. Paul, on t'écoute. Bonjour à tous. Voilà. Donc on a devant nous, ou derrière nous plutôt, 50 années de proctologie. Une rétrospective, c'est toujours difficile. 50 années, il y a beaucoup d'informations. Je vais donc devoir faire des choix. Je ne serai pas exhaustif et je vous prie de m'en excuser. Bien sûr, je vais aller aussi assez vite parce que le temps est compté. 50 années, ça nous ramène à 1972. 1972, c'est l'année de la mise en service du TGV en France. Voilà, petit repère chronologique. Je tiens aussi à signaler que, contrairement à ce que certains pourraient penser, en 1972, je ne savais pas ce que c'était que la proctologie. Je vous propose un plan en 4 parties, exploration, pathologie, traitement, et une dernière partie un peu plus générale sur l'évolution de la médecine et de la société. On va faire un peu de philosophie. Exploration, je vais aller très vite. On part d'une radiologie conventionnelle très ancienne comme la fistulographie. On arrive à la colpocystodéphécographie imaginée par Pierre Mailleux en Belgique. Et finalement, autant de transit colique avec ses différentes variétés simplificatrices dans les années 90. Ensuite, l'atomodensitométrie, je ne vais pas insister bien sûr, mais elle commence à s'intéresser au cancer du rectum dans les années 80, et puis elle va être remplacée par l'IRM, qui va aussi avantageusement remplacer les explorations fistulographiques et qui va s'intéresser finalement aux troubles de la statique pelvienne. L'endoscopie, je ne vais pas faire l'historique, on part des années 70, là aussi c'est une grande aventure, et puis l'échographie endoanale à partir des travaux Princeps de Sultan Ekam au Royaume-Uni dans les années 93, et puis finalement l'échographie en 3 dimensions. Enfin, la manométrie haute résolution, et finalement la petite dernière, l'anuscopie haute définition, dont on a parlé grâce à Lucas tout à l'heure. Donc c'est un survol, je suis désolé, mais on voit qu'il y a une efflorescence de techniques au cours de ces 50 années qui nous aident énormément. Alors, les pathologies. Je n'ai pas la sensation que les pathologies que nous rencontrons et que nous traitons aient beaucoup évolué dans les 50 dernières années. Je voudrais juste évoquer quelques travaux qui ont permis une compréhension de la physiopathologie de certains syndromes, et puis terminer par 2 petites remarques épidémiologiques. Compréhension physiopathologique sur la classification des fistules, Amélie a tout dit, donc je ne reviens pas, mais vous voyez, c'est les années 70-80. Le syndrome de l'ulcère solitaire du rectum, là aussi c'est un cheminement. On part de lésions qui sont extrêmement disparates, et il faut des travaux histologiques pour que on comprenne que tout ça c'est une seule et même entité, et qu'elle peut être attachée au prolapsus muqueux du rectum. On est dans les années 70, là encore. Les lésions de la maladie de Crohn, là aussi, c'est un cheminement. Je n'insiste pas. Le carcinome épidermoïde, on en a parlé tout à l'heure. Il faut tout de même se rappeler que jusqu'aux années 70, la partition entre le cancer du rectum et le cancer de l'anus n'était pas du tout évidente. Donc ça, c'est quand même tout à fait intéressant. Et puis, bien sûr, la responsabilité du papillomavirus dans le cancer épidermoïde, c'est quelque chose qui s'est affirmé assez récemment. Voilà, j'ai trouvé que le virus était assez photogénique, là, comme ça. Alors, 2 petits points sur l'épidémiologie, parce qu'on a tendance un peu à les oublier. D'abord, les anorectites sexuellement transmissibles. Alors, en fait, jusqu'à la fin des années 90, c'était des maladies qui étaient presque quiescentes, quoi.
Et puis à partir de 98, on voit apparaître une recrudescence de la gonococcie rectale. À partir de 2000, la syphilis anale qui avait quasiment disparu, eh ben, elle réapparaît. Et puis, voilà une étude qui avait été coordonnée par Amélie. Les anorectites inchlamydiées commencent à se multiplier. C'est une vraie épidémie à partir de 2003-2004. Donc ça, c'est un premier phénomène épidémiologique. Deuxième phénomène épidémiologique qu'on a sans doute aussi un peu oublié, c'est la dernière pandémie du XXe siècle. La dernière pandémie du XXe siècle, c'est le sida. Et le sida, eh ben, il a aussi concerné la proctologie, avec des lésions herpétiques beaucoup plus extensives, avec des ulcérations de causes très variables, mais surtout liées au cytomégalovirus. Voilà une atteinte marginale. Il y avait aussi des atteintes canalaires. Et puis, il y avait le redoutable sarcome de Kaposi. Tout ça, évidemment, a heureusement disparu grâce à l'introduction des traitements antirétroviraux. Il reste, bien sûr, le problème de la co-infection, du papillomavirus et du VIH, avec les risques de dysplasie et plus éventuels. Alors, les traitements, je vais aller aussi assez vite sur un certain nombre de choses. Je vais procéder pathologie par pathologie. Pour ce qui est de la pathologie hémorroïdaire, bon, il y a des petites rubriques de disparus. Alors, les injections sclérosantes, exit. Et puis, les techniques instrumentales, vous les connaissez. Même chose pour ceux qui n'ont pas connu, la hyaluronidase. On pouvait injecter la hyaluronidase. Ça a été emporté par l'épidémie de la vache folle. Voilà. Beaucoup plus intéressant, la chirurgie hémorroïdaire. La technique Princeps de Milligan et Morgan, il a fallu à peu près 20 ans pour qu'elle s'impose en France, grâce à Jean Arnoux et à Ernest Parnot. Et puis, à partir de 1995, un nouveau concept est apparu, c'est l'idée de supprimer la difficulté qu'avaient les patients en post-opératoire, de raccourcir les délais, de la rendre moins douloureuse, de diminuer les effets secondaires. Et donc sont apparues toute une série de techniques innovantes, parce que reposant sur des concepts tous différents. Le premier d'entre eux étant l'anopexie par agrafage, imaginé par Antonio Longo en 1995. La même année, au Japon, Morinaga imagine la ligature artérielle sous Doppler, qui en fait n'émerge qu'après les travaux des Italiens dans les années 2005, et notamment grâce aux travaux en 2007 de Dal Monte, qui adjoint à la ligature artérielle une mucopexie. Enfin, l'application de la radiofréquence à la proctologie, notamment grâce aux travaux de Gupta en Inde en 2004. Il y a d'autres techniques, mais pour l'instant, je ne parle que des plus importantes. Pour la fissure, j'irai très vite parce qu'il n'y a pas grand-chose de récent. Là aussi, disparu les injections sous-fissuraires. Les fistules, vous le savez, là aussi, on est sur un paradigme nouveau, c'est-à-dire essayer d'éviter la section sphinctérienne, essayer de minimiser le risque de troubles de la continence. Et là, donc, on a toute une série de techniques qui ont été imaginées à partir de 85, le lambeau d'avancement rectal par l'américain Aguilar, la colle biologique, le bouchon biologique plus connu sous le nom de plug, la ligature intersphinctérienne du Thaïlandais Royana Sakul, je l'ai dit, et puis le laser dont on vient de vous parler à partir des travaux en Allemagne de Wilhelm et introduit en France, il faut le dire, dans le service par Nicolas Lemarchand et Manuel Aubert. On vient de parler abondamment de la maladie de Crohn et de la maladie de Verneuil. Ces deux maladies qui ont cette spécificité maintenant d'avoir un traitement médico-chirurgical. Donc je n'y reviendrai pas. Notons l'année 99 comme année de début de l'introduction des biothérapies, notamment dans la maladie de Crohn. Année donc bénéfique. Cependant, c'est un petit aparté. J'ai constaté qu'en décembre 1999, il y a eu 3 événements catastrophiques. La catastrophe de l'Erika, voilà, bon, avec
le fuel sur les côtes bretonnes, la tempête Lothar qui a traversé toute la France et toute l'Europe, et l'arrivée au pouvoir de Vladimir Vladimirovitch. Donc, c'est comme ça, c'est en décembre 99. Je ferme la parenthèse. Revenons à la proctologie. Alors, très intéressant, le cancer du rectum. Le cancer du rectum, il faut bien se rendre compte que jusqu'en 80, on n'avait guère que l'amputation abdominopérinéale, hein, avec cette petite possibilité un peu boiteuse de l'intervention de Babcock-Bacon. Et puis, on a toute une succession d'améliorations, et ça c'est quand même remarquable, c'est-à-dire l'introduction de l'anastomose colo-anale à partir des travaux de Alan Parks, le réservoir en J, notamment avec ce qui a été imaginé par Emmanuel Tirette et Roland Park, l'amélioration du pronostic carcinologique par l'exérèse du mésorectum en Grande-Bretagne, et finalement, grâce à l'excellente école lyonnaise de Papillon, l'introduction de la radiothérapie en préopératoire et la chimiothérapie concomitante en 2006. Voilà, donc toute une progression à la fois dans le résultat carcinologique et dans le résultat fonctionnel. Le cancer de l'anus, c'est le même combat, hein. On part pratiquement du même traitement, l'amputation abdominopérinéale, et il faut les travaux de Papillon, toujours lui, qui commence à proposer une association radiothérapie externe curithérapie. Simultanément, aux États-Unis, Nigro, qui prévoit une chimiothérapie préopératoire. Il conserve d'abord la chirurgie. Et finalement, les travaux de 81 Nigro concluent au caractère suffisant de la radiothérapie exclusive. Je dirais peu de choses sur la papillomatose, on en a déjà parlé, l'imiquimod, la vaccination, bien sûr. Et puis je terminerai les traitements par le prolapsus rectal. Alors, prolapsus rectal, on a une intervention très ancienne qui est celle de Delorme en 1900. Arrive en 1947 la rectopexie au promontoire, imaginée par l'américain Orr. Elle fait autorité jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a quand même beaucoup d'effets secondaires. Et donc le show en France ressuscite l'intervention de Delorme en 1980, et pour finalement, en 2006, avoir le bénéfice de la rectopexie ventrale imaginée en Belgique par André Dor. J'irai vite sur l'incontinence anale. On a un peu un désert thérapeutique pendant très longtemps. On a le biofeedback un peu, mais toutes les interventions qui ont été tentées ont été un peu des espoirs déçus, que ce soit la périnéographie postérieure, la tentative de reviviscence de la graciloplastie de Pickrell, le sphincter artificiel. On a fort heureusement depuis 1995 maintenant la neuromodulation des racines sacrées. J'en arrive à la quatrième et dernière partie. Et là, alors on a vu la proctologie a beaucoup évolué, mais dans le même temps, le monde a changé, la médecine a évolué, et tout ça, naturellement, a un retentissement sur la proctologie, ça va de soi. Et c'est donc quelques petits éclairages que je voulais faire sur cette évolution. D'abord, je dirais le poids du juridique. Hein. Le poids du juridique, en 1972, clairement, il n'y avait pas de consentement éclairé, on ne faisait rien signer aux patients, et l'information, c'était en fonction du praticien, il y en avait ou il n'y en avait pas. Et puis le prix des assurances était pas tout à fait le même. Ensuite, eh bien, la démographie, le statut économique, le statut social, tout ça a beaucoup changé. Le proctologue du XXe siècle, c'était un peu ça, et éventuellement ça. Et puis, peut-être que le proctologue du XXIe siècle, ce sera ça. Bon, quelques petits points sur l'hygiène. L'hygiène, évidemment, il n'y avait pas les mêmes préoccupations en 1970-80. Par exemple, voilà une photo d'époque. Hein, on faisait de la chirurgie pratiquement à main nue. Hein. Alors maintenant, il y a l'usage unique, bien sûr, mais il y a d'autres problèmes. Peut-être que quand même il y a du gaspillage, peut-être que quand même il y a des problèmes écologiques, Élise. Donc il va falloir aussi y songer.
Je ne peux pas passer sous silence la révolution véritable que constitue l'évolution de la durée de séjour. En 1980, il était impensable de connaître les taux d'hospitalisation ambulatoire qu'on connaît maintenant, et notamment, y compris dans la chirurgie hémorroïdaire classique. Le proctologue au fond de son bureau, ou le médecin tout seul au fond de son bureau entouré de livres, c'est pas un proctologue lui, hein, mais si vous voulez, je vous le dirai après. C'est du passé, bien sûr. Hein. Il ne peut pas faire tout seul selon ses idées. Il a des recommandations, il a des références, il a des réunions de consensus. Alors, c'est une perte de degré de liberté, mais aussi peut-être aussi une garantie. La communication, l'information, tout ça est éminemment rapide, éminemment accessible pour le médecin comme pour le patient, parfois un peu trop. Et puis l'information, parfois, il faut peut-être un peu s'en préserver. Un instrument qui me paraît très très symbolique, c'est le téléphone. Le téléphone qu'on dit intelligent, mais ça se discute. Toutefois, deux applications me paraissent intéressantes dans notre métier. L'application photographique, hein, puisque véritablement, il est devenu, pour le médecin, très facile de se constituer une iconographie, hein, il faut le dire, mais aussi c'est devenu un instrument d'échange avec les patients qui peuvent nous montrer une partie de leur pathologie, ce qui autrement serait très difficile. Et puis pour ceux qui ont connu sous ma tête là le temps du téléphone fixe, juste imaginez ce qu'était une astreinte de proctologie avec le téléphone fixe. C'est autre chose. Voilà, et je terminerai par peut-être un concept. Il me semble que la considération pour les patients s'est améliorée. Trois exemples. La consultation publique collective, un examen procto devant 15 patients, devant 15 assistants, c'est quand même maintenant assez rare, heureusement. Ceux qui ont connu les mèches iodoformées, un petit calvaire pour retirer ça en post-opératoire, on fait mieux maintenant. Et puis, pour ceux qui n'ont pas connu le temps des champs non autocollants, eh bien, on fixait les champs en tissu aux cuisses du patient avec la pince de Backhaus. Voilà, je vous remercie. Je crois que c'est à peu près tout. Merci beaucoup, Paul, pour ton exposé très détaillé, historique, comme d'habitude. S'il y a des questions dans la salle, on a le temps pour une seule question. Bon, merci, Paul. On va passer à l'exposé suivant.